La marche à pied, c'est un moment merveilleux parce que c'est un moment où on se retrouve et où on se reconnecte avec la nature, avec soi-même, avec les éléments et avec Dieu. Pendant plus de 7 ans, l'écrivaine voyageuse Sonia Poussin a sillonné le continent africain. En 2001, elle et son mari Alexandre sont partis parcourir 14 000 km à pied, du cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Avec leurs 2 enfants, ils se sont également lancés en 2014 dans la traversée de l'île de Madagascar. Au-delà du besoin de se dépasser, le couple a toujours voulu donner à ses aventures en famille une dimension spirituelle. C'est même au cours de l'un de ces voyages que Sonia Poussin a vécu une très forte expérience de conversion. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et j'ai rencontré Sonia Poussin chez elle, dans la vallée de Chevreuse. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leurs grands questionnements spirituels. Vous écoutez la 3e saison de Place des religions. Bonjour Sonia Poussin. Bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous, dans votre maison familiale de la vallée de Chevreuse, dans les Yvelines, qui fleure bon l'aventure, avec un certain nombre de décorations autour de nous qu'on devine rapportées de toutes vos pérégrinations. Et puis, il y a quelques minutes encore, nous avions à nos pieds un invité surprise, Mario, qui est un chien que vous avez ramené de Madagascar. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu son histoire ? Ah oui, alors c'est un chien, un berger des mangroves. On a essayé de lui trouver une appellation. Et avec des grandes oreilles de fennec et qui nous a séduits en venant jouer avec nos enfants tous les soirs à un endroit où on s'était un peu arrêté. Et il a fini par me faire fondre. Et donc j'ai dit, OK, on prend le chien, mais bon. Et il a fait quasiment 4600 kilomètres avec nous, ce chien. Avant Madagascar, vous connaissiez déjà bien l'Afrique puisque vous l'avez sillonnée pendant de nombreuses années. D'abord en partant à pied en 2001 avec votre mari Alexandre pour un atypique voyage de noces de 3 ans. 14 000 kilomètres du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud jusqu'au lac de Tibériade en Israël. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans une telle épopée ? L'Afrique. Alors c'était juste après notre mariage avec Alexandre et c'était une sorte de grand voyage de noces. Qu'est-ce qui nous a poussé à partir ? Eh bien, peut-être une sorte de logique, c'était naturel, c'était un peu le dénouement. Alexandre avait fait beaucoup de voyages avec Sylvain Tesson. Ils avaient commencé à 20 ans à faire le tour du monde à bicyclette pendant 1 an. Ensuite, ils avaient écrit un bouquin, ils étaient repartis sur les routes, cette fois dans l'Himalaya. Et donc, il y avait une sorte d'appel de jamais 203. Et puis, cette fois-là, on s'est mariés avec Alexandre. Et là, il s'est dit, je vais pas repartir avec mon copain éternellement. Maintenant, ma vie est autre. Et donc, on est partis ensemble faire cette grande aventure. Mais ça a duré 3 ans, ce voyage en Afrique, 14 000 kilomètres à travers une dizaine de pays, et toujours en tout cas au cœur du monde, au cœur des hommes, avec des hommes merveilleux, les Africains, qu'on a adorés pendant ce voyage. Le choix de votre destination, évidemment, interpelle aussi Tibériade. Est-ce qu'il y avait une quête spirituelle dans cet itinéraire ? C'était pas du tout anodin de faire ce voyage et de le faire se terminer à cet endroit-là précisément, puisque l'objet normalement de notre voyage, c'était de marcher le long du Rift. Donc là, on a trouvé tous les fossiles, tous les hominidés. Donc c'était une marche en fait dans les pas de l'homme. C'est-à-dire on recherchait tout au long de cette marche. La réalité de notre voyage tous les jours, c'était les hommes de tous les jours. Mais on avait quand même des rendez-vous avec des scientifiques, des paléoanthropologues, qui nous parlaient de leurs fouilles, de leurs recherches, et qui, comme ça, au coin du feu, nous racontaient quelles étaient leurs définitions de l'homme. Donc c'était quand même une marche sous-tendue par cette recherche-là. Et il y a plein d'endroits où le rift peut se terminer. Les manteaux russes, il y a plein d'endroits où, vous voyez, c'est comme c'est le long d'une faille, la faille, elle a plein de ramifications, elle aurait pu aller à plein d'endroits. Et nous, dans l'une des fins, il y avait effectivement le lac de Tibériade, et nous, c'était celle-là qui nous plaisait, parce qu'on arrivait à l'homme-dieu, parce qu'il y avait l'homme-singe, on partait de l'homme-singe, et on arrivait à l'homme-dieu, il y avait tout un chemin, tout un cheminement, et c'est pour ça, oui, qu'on a choisi. C'était un grand pèlerinage, voilà. Il y en a qui vont à Jérusalem en partant de France. Nous, on est partis du Cap de Bonne-Espérance. Donc, c'était du Cap de Bonne-Espérance au Mont des Béatitudes.
Vous êtes tous les deux catholiques avec Alexandre. Aujourd'hui, vous portez même une très belle croix à votre cou. Est-ce que vous avez toujours eu la foi ? Non, j'ai trouvé la foi dans ce voyage africain, justement. J'ai grandi dans une famille qui était catholique de culture, mais pas pratiquante, à part à Noël, à Pâques. Voilà, peut-être 3-4 fois par an, on allait à la messe. J'ai fait du catéchisme quand j'étais enfant, mais rapidement, je me suis éloignée de la foi parce que justement, j'avais pas la foi. Donc je comprenais rien quand j'allais à la messe, je comprenais rien de ce qu'on disait. Donc j'étais un peu étrange, je me sentais étrangère, je me sentais un peu rejetée par l'Église. C'était un a priori de ma part, mais bon, c'était comme ça que je ressentais les choses. Et puis après, je me suis fiancée. Alexandre m'a demandé ma main au sommet de la flèche de Notre-Dame après une nuit d'escalade extraordinaire sous les étoiles et sous la lune qui nous surveillait. Et c'est vraiment sous la croix, vraiment au sommet de la flèche. Il m'a demandé si je voulais devenir sa femme. Et c'est vrai que là, j'ai faisais une sorte de promesse, pas n'importe où. On a fait donc une préparation de mariage. Et cette préparation de mariage m'a vraiment mis en fait sur les rails, puisqu'elle posait les vraies questions. Donc là, ça m'a fait énormément réfléchir aussi. Donc là, je pense que j'ai encore franchi une autre étape, j'ai grimpé une autre marche. Et puis, on est parti marcher en Afrique, et pour cette Africa Trek. Et tous les jours, on priait. Et ce qui est drôle, c'est que le soir, parfois, on était accueillis dans des missions. C'était un endroit où on était très heureux d'aller parce que c'est un endroit où on pouvait se laver. Chouette. Parfois, pendant 2 semaines, on se lavait pas, donc c'était sympa. On pouvait laver notre linge. On savait qu'on se restaurerait, on mangerait bien, des choses équilibrées, des légumes, des trucs, parce que les sœurs, elles sont super opérationnelles, hein. Et puis qu'on aurait aussi des livres, accès à de la culture, parce que on avait besoin d'apprendre sur le pays. Et souvent, les pères blancs qui sont arrivés là racontent les traditions du pays. Et c'est génial pour nous. Donc, c'était une source d'informations géniale. Et là, on allait à la messe, bien sûr, le matin avec elle ou le soir, suivant le moment. Et ça, toujours parfois dans d'autres langues aussi encore. Et là, on rentrait en communion avec elle, on priait avec elle. Et c'est vrai qu'on a commencé à être touchés. Et ce qui devait arriver est arrivé un jour. C'est-à-dire que pile à la moitié de notre voyage en Afrique, c'est-à-dire au bout du 7 millième kilomètre, en Tanzanie. On avait attrapé, malheureusement, on a fini par contracter le palu, parce que pourtant on faisait attention, mais bon, on pouvait pas y échapper. On a fini par attraper le palu, et on a eu une première crise, et puis malheureusement, j'ai pas été soignée super bien, et elles m'ont dit, de toute manière, les sœurs m'ont dit, vous allez avoir une deuxième crise, donc tenez-vous prête. Dans 2 semaines, top chrono, vous aurez une autre crise. Donc, soyez pas trop loin d'une mission pour qu'on puisse vous soigner. Je dis pourquoi mission, parce qu'en fait, il n'y a pas d'hôpitaux en Afrique, et que les seuls endroits où on peut se faire soigner, c'est dans des dispensaires tenus par des sœurs, et où là, on peut être soigné correctement. Sinon, les hôpitaux, quand il y en a, c'est des mouroirs, en fait, en général, hein, en Afrique. Donc, trouvez des sœurs, ou je sais pas qui, mais soyez là. Et effectivement, 2 semaines top chrono, comme elle me l'avait annoncé, j'ai fait une autre crise de palu. Heureusement pour moi, j'ai été tout près d'une mission, et on est arrivé au matin dans cette mission. On savait qu'elle était là, on nous avait dit qu'elle était là. Et là, on est arrivé, et là, le père abbé était pas là. Et les frères qui étaient là, il y avait quelques moines et tout, m'ont dit, écoutez, on va vous installer dans la chambre du père abbé qui est parti voir l'évêque. Et à l'intérieur, il y avait bien sûr, c'était un grand intellectuel, il y avait des livres, ce qu'on voyait pas du tout en Afrique. Il y avait jamais de livres, c'était un continent sans livres. Et là, il y avait plein de livres. Et puis je dis, oh zut, je regarde, Saint Thomas, Saint Augustin. Mais bon, je me dis, ouh là 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 là, c'est un peu un télo. Je regarde, je tombe sur un livre sur la vie de Mère Teresa. Et je me dis, ça c'est dans mes cordes, ça je vais pouvoir lire, ça va pas être trop un télo. Et puis, c'est une femme qui me touche vraiment. Allez, je vais lire le livre sur Mère Teresa, parce que je sais que ça va me plaire. Et je le lis, et je pleure, et je suis bouleversée en le lisant. C'est pas elle qui l'a écrit, hein, vous savez, elle a écrit des choses, mais c'est 2 journalistes, un homme et une femme, un Français et une Italienne, je crois. Et puis raconte que sa vie, et que c'est que des expériences vécues. Et puis c'est vrai, ça me touche, c'est du concret. Au fur et à mesure, il y a des choses qui me bouleversent, des choses qui me plaisent pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec elle. Enfin bon, bref, mais tout ça ne me laisse pas froide. Et à la fin du livre, vraiment, je ferme la dernière page. Le livre me tombe des mains, et là, je ne sais pas ce qui me prend. Je me mets à genoux, et je commence à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et sans que ça s'arrêtait pas du tout. Mais par contre, j'étais pas du tout triste, j'étais très, très heureuse.
Et je sais pas combien de temps je suis restée comme ça, et je me disais, mais c'est dingue, mais ça y est, mais c'est ça. Et j'en revenais pas. J'étais stupéfaite en me disant, bah c'est ça ma grande, bah ça y est, c'est ça. On vous voit très émue là en reparlant de cette expérience de conversion très profonde. Ouais. Et donc, après j'ai guéri, après j'ai continué, mais voilà, j'ai eu ce cadeau incroyable. En moment dur, un moment en pleine crise de palud, c'est vraiment pas le moment idéal, mais et voilà, c'est là qu'on est venu me chercher. Quel est le sens de la marche à pied dans votre existence ? La marche à pied, c'est un moment merveilleux parce que c'est un moment où on se retrouve et où on se reconnecte avec la nature, avec soi-même, avec les éléments et avec Dieu. C'est curieusement ici en France, j'arrive pas beaucoup à prier, j'ai beaucoup de mal. Et je vais à la messe, je suis pratiquante, mais j'ai du mal. Alors je prie ici parfois à l'église, j'y arrive, mais sinon chez moi à la maison, j'avoue que n'ai pas réussi à recréer ce lien. Et quand je vais marcher, c'est le moment où enfin je suis libre et où j'ai pas d'agression. Je ne suis pas sollicitée par l'extérieur et je peux complètement m'abandonner et penser. Et puis il y a un rythme dans la marche. C'est fait pour ça. C'est la marche. Si quelqu'un veut croire en Dieu et qu'il n'y arrive pas et qu'il voudrait, je lui dirais va marcher, tu vas voir, ça va te tomber dessus direct. Après les 14 000 kilomètres d'Africa Trek, vous avez décidé en 2014 de récidiver en partant cette fois-ci en famille avec vos 2 enfants, Philae et Ulysse, qui avaient alors respectivement 9 et 6 ans. Vous êtes tous partis à pied avec une charrette à zébu et des équipiers malgaches parcourir 5000 kilomètres en 4 ans pour faire le tour de Madagascar. Pourquoi avoir choisi déjà l'île Rouge ? Parce qu'on partait avec nos enfants et on pensait qu'ils parleraient français à Madagascar. Et on se disait, les enfants seront moins dépaysés et pourront participer aux conversations, seront pas exclus. En fait, il s'est avéré que personne parlait plus français à part dans les villes. Donc c'était pas du tout une généralité. Vous avez connu aussi un certain nombre d'embûches pendant ce voyage, ce que vous racontez avec Alexandre dans votre livre Madatrek qui vient d'être publié aux éditions Robert Laffont. Il y a notamment des moments où vous avez été confronté à des Dahals, des voleurs de zébus armés. Comment est-ce qu'on appréhende la gestion du risque avec des enfants aussi petits ? Ouais, on était très 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 inquiets, surtout Alexandre, parce que c'est lui qui portait vraiment la responsabilité. Moi, je suis plus fataliste parce que je suis d'origine slovaque et chez les Slaves, ce qui doit arriver arrive. Quand ça arrive, bah, c'est là, et puis quand c'est là, bah on fait face. Mais je veux dire, on ne se morfond pas avant et on change rien. En fait. Et donc ça permet d'être tranquille en fait la plupart du temps. Donc c'est pas mal parce que c'est une sacrée force, ça évite d'être anxieux mais bon, ça pourrait paraître un peu irresponsable. Heureusement, il y a Alexandre qui était là et qui lui par contre essayait de prévoir tout ce qui pourrait arriver et notamment les attaques de bandits. Il y a des attaques de bandits à Madagascar, c'est quelque chose de traditionnel à l'origine. Quand on faisait son initiation, on devait aller pour prouver sa valeur, sa vaillance, on devait aller voler les zébus des villages voisins. Et maintenant aujourd'hui avec la misère qui s'est abattue sur Madagascar depuis quelques années, l'appauvrissement général, maintenant c'est devenu des vrais bandits et c'est plus du tout une question d'initiation comme ça aurait pu l'être auparavant. Et comme nous on avait des zébus, on était quand même des sacrés proies. En plus on avançait tout doucement sur la route, on faisait du 2 km, du 2,6 km/h. Donc, je peux vous dire que c'était l'horreur, on était vraiment super lent et à la merci de n'importe quel bandits qui attaquent de jour ou de nuit. Plutôt de nuit d'habitude, hein. Mais nous, quand on les a vus, c'était de jour. On les a croisés à plusieurs reprises d'ailleurs. Et gloops, quoi. Et on n'était pas armés. Souvent, les gens nous demandaient, est-ce que vous êtes armés? Parce que quand il y aura des dalles, tous les malgaches avaient été terrorisés pour nous. Et à chaque fois, ils nous disaient, mais non, n'y allez pas, ne partez pas là, ils sont terribles ici, ils ont décapité les gens, n'y allez pas. Donc, il y avait un vrai danger. Les gens étaient très inquiets pour nous.
Mais on était très très attentifs à ce qu'on nous disait. On écoutait bien les conseils. Quand on nous disait là, c'est vraiment très dangereux, là il faut pas y aller, on n'y allait pas. Il y a une zone qui s'appelle la zone rouge, qui est entre grosso modo la ville d'Antsirabe, qui est au centre du pays, et la côte, la ville de Morondava. Là, c'était très très attaqué, Miandrivaz plus exactement. Et là, toutes les nuits, il y avait des coups de feu, et donc là, pour y aller, on est allé déposer nos enfants dans une ville sûre, auprès de gens d'ailleurs de Fidesco qui étaient là avec leur famille. Et puis on a traversé à toute vitesse cette zone. Tous les soirs, on devait dormir chez des gendarmes, dans la cellule, parce qu'il n'y avait pas dans la prison, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour recevoir. En fait, c'est pas habituel de recevoir des voyageurs comme ça. Ils nous gardaient d'une certaine manière. Et de toute manière, tous les soirs, il y avait un couvre-feu. Votre livre est particulièrement éclairant aussi sur les dimensions religieuses de Madagascar, puisqu'on découvre au fil de la lecture une terre qui est à la fois profondément marquée par les églises chrétiennes, mais aussi par un certain nombre de croyances locales. Est-ce que certaines d'entre elles vous ont particulièrement interpellé ou décontenancé ? Les Malgaches sont éminemment croyants. Ils sont très 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 spirituels. Ils étaient animistes au départ, ils le sont toujours. Donc même s'ils sont catholiques, alors il y a à peu près 40% de catholiques, à la louche, 40% de protestants. Dans ces protestants, il y a plein d'églises différentes. Il y a des luthériens, il y a des anglicans, et puis beaucoup de petites sectes aussi, un peu de tout. Et puis sinon, il y a quelques musulmans, très peu. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, ils sont toujours animistes. Donc il y a toujours des petits sacrifices. On voit des poulets, il y a des petits autels à certains endroits où on voit qu'ils ont fait des sacrifices de poulets ou autres, ou même de zébus parfois, avec du sang sur des grandes pierres sacrificielles. Ça on le voit absolument partout. C'est pas visible, mais c'est caché derrière un arbre sacré, un arbre très important. Donc ça, on le voyait. Il y a énormément de fades. Les fades, c'est des tabous, donc des interdits, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses qui paraissent au début qui vous font un peu sourire, mais on respectait tous les fades et on faisait toutes les petites libations qui nous étaient demandées, par exemple, notamment quand on devait traverser les fleuves, il fallait offrir au dieu du fleuve, il fallait lui offrir verser dans le fleuve du Coca-Cola ou une boisson, une sorte de soda sucré, du miel, toujours du miel, du riz, et jeter 1 ou 2 piécettes pour demander l'autorisation, qu'on nous accorde la grâce de traverser ce fleuve sans encombre, sans se noyer, sans perdre des trucs, sans perdre un zébu, et on l'a fait systématiquement. Mais vous avez aussi fait, pendant ce voyage-là, un certain nombre de rencontres avec des religieux, avec des prêtres, des missionnaires qui œuvrent dans ce pays qui compte parmi les plus pauvres de la planète. Et si vous acceptez, je voudrais vous faire lire un petit passage de Madatrek. Alors, la cloche sonne. Nous sommes propres comme des anges. Nous montons à la chapelle dans l'air doré du soir. Une étrange et douce mélodie nous précède, cristalline. Quand nous entrons, nous découvrons 2 sœurs, tout de gris vêtues, qui jouent de la kora, de ce bel instrument venu d'Afrique. Elles sont congolaises, du Grand Congo. La propreté de la chapelle, aux lambris vernis et au carrelage brillant, comme un miroir, nous fait pénétrer dans un autre monde, loin de la terre, de la crasse et de la poussière. Alors c'est un passage très beau, vous étiez là à Ampassy-Potsi, chez les sœurs Clarisse. Plus largement, comment est-ce que vous pratiquiez votre foi en famille pendant tout ce périple ? Alors quand on était accueillis par des petites sœurs, on allait à la messe avec elles, on allait au vêpres, au laude, on faisait ça avec eux. Les enfants faisaient des petites prières avec nous. Le matin, quand on commençait par la prière des scouts, qui est vraiment une très très belle prière. Et puis après, on souhaitait plein de bonnes choses à nos hôtes, si on avait eu, ou à ceux qu'on avait croisés dans la journée. Moi, dans ce voyage précis, j'ai énormément prié parce que je perdais mon père qui était atteint d'un cancer en France, et j'étais très déchirée d'être à Madagascar pendant que lui était en train de vivre son agonie et son chemin vers la mort. Donc je priais beaucoup le chapelet toute seule, au loin, tranquille, sans bruit.
J'allais prier pour lui, oui, prier pour lui, puis prier pour tous les autres, tous nos autres, et puis les gens qui s'avaient croisés et qui avaient des vraies souffrances à Madagascar, des choses terribles, des vies extrêmement dures. Hein. Oui, vous avez été confronté vraiment à des scènes de désolation, de violence sociale extrêmement forte, d'enfants dénutris. Oui, on a participé à des missions parce que c'était pas tellement le but du voyage au départ. Le voyage s'est modifié au fur et à mesure. On partait pour une aventure humaine, mais on n'aurait pas pensé à ce point-là qu'on allait rentrer dans l'action, qu'on allait plus être passif et observateur, mais que cette fois-ci, on allait agir. Ce qui n'était pas le cas dans les précédents voyages. Et au fur et à mesure de ce voyage, on rencontrait des gens exceptionnels qui faisaient des choses incroyables pour ce pays qui est vraiment dans une situation dramatique. Et dans ces missions qu'on a suivies, il y en a une qui est extraordinaire, ce sont des laïcs, ce sont des médecins, des soignants. Ça s'appelle Armada, et c'est une association qui va toutes les 5 semaines dans des endroits inextricables, le long par exemple de la Tsiribine, qui est un gigantesque fleuve, inatteignable. On peut y aller que en bateau. Et ces villages, les gens qui vivent là, le long de ce fleuve, ils sont complètement abandonnés par le gouvernement, par l'État. Il n'y a pas de dispensaire, il y a rien pour les soigner, il y a très peu d'écoles. Ces gens-là, ces médecins, les soignants viennent toutes les 5 semaines. Il y a une sorte de cloche, qui prévient tout le monde dans les villages. Ils savent qu'ils vont arriver. Tous les villageois se précipitent. Et là, il y a un peu de tout. Et comme ces médecins viennent toutes les 5 semaines, ils ont des carnets et on peut suivre les pathologies. Et c'est pas un coup d'épée dans l'eau qui sert à rien, genre on vient soigner un bobo puis on revient jamais. Suivi. Non, il y a un vrai suivi. Donc ça, c'est vraiment très très bien foutu. Et là, lors de cette mission, on a vu énormément d'enfants dénutris. Mais dénutris à un point, des bébés qui crevaient de faim, littéralement. Donc ça, c'était un immense choc. Et dans les enfants qu'on a vus, il y a une petite fille qui s'appelait Tessa, qui était vraiment adorable. Sa maman était morte. Paraît-il, elle avait été empoisonnée par des voisins ou je sais pas quoi. Elle était avec sa grand-mère, cette petite fille, et elle avait 6 mois, mais bon, elle avait l'air d'avoir 3 semaines. Elle était minuscule, la peau sur les os, elle était déjà le petit regard un peu absent. Et là, tous les médecins ont essayé de la sauver en leur donnant des poudres, en lui donnant du lait. Mais pour la sauver, il aurait fallu l'hospitaliser, la mettre sous perfusion et tout ça, ce qui n'est pas possible là. On a été confrontés aux limites de cette aide et à l'impuissance des médecins qui étaient dévastés en se disant est-ce que cette petite fille va survivre. On y croyait beaucoup, nous, on était plein parce qu'on était naïfs évidemment, et donc il y avait des petites jeunes qui étaient là, des petites internes qui étaient pas encore pros, qui étaient au début de leur carrière, et qui disaient si on va y arriver, on va la sauver cette petite fille. Et donc nous on est retourné la voir, cette petite fille, 2 semaines plus tard, et malheureusement elle était morte. Et ça c'est très très dur de toucher la misère qui va jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Et ça, voir un enfant, c'est très dur. Et nos enfants étaient là, et là, on aurait préféré qu'ils les épargnaient, parce que il sera toujours temps pour qu'ils sachent que dans le monde on crève de faim. Nous, on les a emmenés à Madagascar pour qu'ils voient les belles choses, mais ils ont vu les belles choses et les moins belles choses. En tout cas, ils ont vu la vérité. En 2019, donc ça a été le retour en France pour vous dans la vallée de Chevreuse, dans la maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que la réadaptation justement à la société française, à ces sociétés occidentales, a été difficile pour vous et vos enfants ? Non, elle n'a pas été difficile. Pourtant, on a fait le grand écart. Hein. C'est-à-dire que nos enfants, par exemple, qui marchaient pieds nus, ils n'ont pas mis de chaussures pendant 4 ans. Ils vivaient à moitié à poil, je veux dire, en espèce de petits shorts et t-shirts. C'était comme des petits malgaches. Hein. Ils mettaient pas de chaussures. Ils attrapaient d'ailleurs. Ils se faisaient piquer par des puces qui pondaient sous les ongles. Donc on avait il fallait régulièrement aller avec une aiguille enlever les œufs et tout ça. C'était bon. Ils vivaient vraiment à la malgache. On vivait vraiment de façon très 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 spartiate. Et se retrouver dans le luxe babylonien de la France,
le confort merveilleux de la vallée de Chevreuse. C'est sûr que nous, on était très contents. Hein. Nous, on y aspirait. C'était extraordinaire. Aller dans une maison, ne pas se balader. Au début, c'était rigolo parce qu'Alex se baladait dans toutes les pièces le soir avec sa frontale. Et on lui disait, mais non, Alex, tu sais, il y a des interrupteurs. On n'avait vraiment plus le réflexe. Ouvrir un robinet avec de l'eau chaude, se baigner, alors que l'eau était tellement un problème dans certaines régions du pays. Se déplacer, avoir l'école, avoir la justice, avoir des policiers, avoir l'hôpital, tout qui fonctionne. C'est le pied, quoi. C'est extraordinaire. Donc ça nous a plu. Et en plus, on a fait venir rentrer nos enfants qui n'allaient pas à l'école, puisque pendant 4 ans, j'ai fait l'école à mes enfants. Et là, ils sont retrouvés à l'école. Il fallait un petit peu qu'ils comprennent aussi que la société, elle marchait d'une certaine manière et qu'il fallait aussi comprendre les règles de toutes les sociétés où on va. Donc, ils avaient bien compris celle de Madagascar et des pays pauvres, mais il fallait qu'ils comprennent aussi comment ça marche chez nous. Et donc, bon, fallait les remettre un peu dans le bain rapidement. Mais nos enfants ils sont super adaptables et ils se sont très très bien adaptés. Donc ça n'a pas été difficile, non. On était contents, on y aspirait, nous, au retour, en fait. Et comment est-ce que vous expliquez justement ce besoin d'être dans votre vie en balancement entre la vie bien établie, sédentaire, à laquelle aspirent beaucoup de Français, et cette soif justement d'être dans l'aventure, dans l'itinérance, dans le mouvement permanent ? On aime vraiment les deux, on se plaît dans les deux. Et donc on adore être à la maison, on aime la France, on est tellement heureux, on a tellement de chance d'être ici. Et en même temps, on a soif d'aller voir comment ça se passe ailleurs pour essayer de comprendre. Mais on pourrait pas vivre toute notre vie à l'autre bout du monde, avec notre tante. On a besoin des deux. On a besoin de se ressourcer quand on vient ici. On se ressource, on s'enracine. Et après, on repart pour découvrir d'autres endroits, partager d'autres choses et rapporter. Parce que notre voyage, notre vie, notre métier, c'est vraiment de rapporter aux autres qui, justement, voyagent pas, mais qui ont envie de savoir ce qui se passe. Donc, on est là, c'est notre métier, en fait, de retransmettre ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, ou pas, ailleurs. Vous venez d'écouter un épisode de la 3e saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.